territoriale. Ils sont 21 765 candidats pour 684 postes. Les épreuves ont été lancées ce matin par les ministres en charge de la Justice et de l'Éducation nationale. Rentrée scolaire 2024-2025, les préparatifs vont bon train malgré l'occupation de certaines écoles du pays par les victimes d'inondations. Elle sera effective le 1er octobre prochain, sauf cas de force majeure. Vous le verrez, autorités scolaires, directeurs d'école et parents d'élèves sont à pied d'œuvre. Et c'est parti pour l'édition 2024 de la Coupe du numérique. La compétition lancée à travers un dîner gala regroupe les services techniques du département en charge de l'économie numérique. Le directeur général de l'ORTM est le parrain de la présente édition. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Direction New York où la voix du Mali était très attendue hier à la tribune des Nations Unies. Un discours prononcé par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur les acquis, les défis et les perspectives du processus, sur le processus de transition au Mali. Colonel Abdoulaye Maïga n'a pas manqué de dénoncer et surtout de fustiger l'attitude de certains pays envers le Mali. Retour sur les grandes lignes de cette intervention avec nos envoyés spéciaux à New York, Sira Batili et Aruna Diarra. Vous l'avez dit, Ibrahima Traoré, le Mali était très attendu à cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies ici à New York. Eh bien, il n'a pas déçu. C'était la voix d'une nation très attachée à sa souveraineté, très attachée à ses principes de gouvernance. Cette voix qui a été donc portée par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïga, n'est pas allé avec le dos de la cuillère face à certaines ingérences. Il a tout d'abord apprécié le thème de cette 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, thème relatif à la paix. Et il a attiré l'attention que le monde fait face à cette question de paix aujourd'hui, tout en faisant cas du Mali, le Mali qui fait face au terrorisme à cause de certaines fausses alliances à l'échelle internationale comme à l'échelle régionale. Et c'est ce qui a d'ailleurs amené la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, devenue aujourd'hui la Confédération des États du Sahel. Et les résultats sont bien visibles à ce niveau par rapport à la sécurisation de l'espace AES. Et ces résultats ont été rappelés par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement. Des clarifications ont été faites à l'Algérie quant à la fin de l'accord d'Alger, cet accord qui n'est plus d'actualité. Et le ministre Maïga a rappelé que les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Les Maliens se sont parlé directement lors du dialogue intermalien et sans intermédiaire. Et dans son style de répétition qui lui est connu, le ministre Maïga a rappelé la contribution du Mali dans la guerre de libération de l'Algérie. Le Mali a également dénoncé le soutien de l'Ukraine au groupe terroriste. Le ministre Maïga a fait savoir que le Mali est en attente de la suite réservée à la lettre adressée au Conseil de sécurité de l'ONU concernant les agressions de la France et son soutien au terrorisme. En somme, c'était un discours non seulement de dénonciation, mais surtout de mise au point et de rappel des avancées en matière de lutte contre le terrorisme et en matière de développement. Les chantiers déjà amorcés ont été rappelés. On va signaler, Ibrahima Traoré, que le peuple AES était là à l'accueil et pour le soutien du Mali par rapport à son intervention. Et à la fin, le Mali a eu cette mention de l'assistance qui était visiblement satisfaite. Nous retrouverons Sira Batili et Aruna Diarra au cours de cette édition pour nous faire le point également de la rencontre entre les ministres de la Confédération des États du Sahel et la diaspora. Concours direct de recrutement d'enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales. Ils sont 21 765 candidats pour 684 postes. Les épreuves ont été lancées ce matin à Bamako par les ministres en charge de la justice et de l'éducation nationale. Fademba Keïta.
Le concours direct de recrutement d'enseignants de la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'exercice budgétaire 2023 en cours concerne 49 spécialités des catégories A et B2. L'informatique, l'électronique, l'énergie solaire, la physique-chimie, les mathématiques, lettres, histoire, géographie et autres sont les spécialités sollicitées. Après un tour dans certaines salles, le ministre de la Justice, assurant l'intérim de son collègue de l'administration territoriale, accompagné par celui de l'Éducation nationale et les membres du cabinet du département employeur, ouvre l'enveloppe de physique-chimie dans la salle numéro 8 du centre lycée Ba Aminata Diallo. La démarche, remonter le moral des candidats et leur prodiguer des conseils. Ce concours direct de recrutement d'enseignants de la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'exercice budgétaire 2023 s'inscrit dans la dynamique des efforts que le gouvernement est en train de faire pour promouvoir l'accès à l'emploi au profit de la jeunesse. Et dans le cadre de ce concours, c'est 684 nouveaux enseignants qui vont être mis à la disposition des académies pour satisfaire les besoins de l'enseignement général, technique, professionnel, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale. Le ministre de l'Éducation nationale, utilisateur des futurs candidats admis, les invite à l'effort personnel. Chacun s'est préparé, il est venu. Chacun est invité à lire attentivement les sujets et à réussir par ses propres moyens. Parce que la transparence, c'est le sceau qui marque tous les examens, tous les concours organisés par l'État. Pour le moment, le déroulement, je crois, il n'y a aucun problème, tout se passe normalement. Les consignes données sont que, alors, dans tous les examens, c'est d'éviter les téléphones. Les 21 765 candidats retenus sont répartis entre 21 centres de concours, 484 salles d'examen sur l'ensemble du territoire national. Rentrée scolaire 2024-2025, les préparatifs vont bon train malgré l'occupation de certaines écoles du pays par les victimes d'inondations. Elle sera effective le 1er octobre 2024, sauf cas de force majeure. Autorités scolaires, directeurs d'école et parents d'élèves sont à pied d'œuvre. C'est du moins le constat de notre équipe de reportage dirigée par Fadema Keita. Le temps d'apprentissage ne serait normal sans le respect strict du calendrier de réouverture des classes. Le département de tutelle, les autorités scolaires, les directeurs d'école et les partenaires de l'école sont donc en train de mettre tout en œuvre pour que les élèves des différents ordres enseignement fondamental, secondaire, technique et professionnel reprennent le chemin de l'école à la date indiquée, c'est-à-dire le 1er octobre 2024. Nous avons eu une série de rencontres et nous avons donné les instructions qu'il faut pour que la rentrée soit effective le 1er octobre 2024. En termes de mesures, naturellement, ce sont des instructions pour préparer le cadre, pour préparer les classes, tenir les réunions avec les partenaires de l'école, sensibiliser tous les partenaires, mais c'est aussi un ensemble de moyens qui sont mis à disposition pour que le 1er octobre, les cours puissent commencer normalement. L'occupation de certaines salles de classe par des victimes d'inondations peut être la seule contrainte obligeant le report de l'ouverture des classes à la date indiquée. Pas d'inquiétude, des dispositions sont en train d'être prises par les départements, notamment les autorités politico-administratives. Et je pense que nous trouverons d'ici le 1er octobre la solution, là où les classes sont occupées ou en tout cas aujourd'hui l'espace scolaire est occupé, pour qu'on trouve les moyens afin que nos frères qui sont dans le besoin puissent trouver des abris afin que les classes puissent être libérées. Les directeurs des académies d'enseignement suivent les consignes, coordonnent avec tous ceux qui peuvent leur faciliter la tâche et permettre une bonne reprise des cours. À la date d'aujourd'hui, nous enregistrons 157 écoles fondamentales fermées à cause de l'insécurité et qui touchent globalement plus de 47 000 enfants. Et
À cela s'ajoute également les situations causées par les manifestations de la nature. Donc nous avons 6 écoles du village de la ville de Sofora qui sont occupées par des sinistrés, et l'école, le premier cycle et le second cycle de Madiama sont également occupés par des sinistrés. Malgré ces situations, les dispositions sont en cours en collaboration avec d'autres services régionaux tels que le développement social pour permettre la libération des espaces scolaires. La condition, c'est que dans notre académie, Dieu merci, ça va. Il n'y a que Mamadou Konta, c'est-à-dire le cap de Kalabankoro, où les inondés sont logés là-dessus. Mais avec tout ça, il y a des problèmes parce qu'ils sont déjà logés là-bas. Nous avons les toilettes et puis des trucs qui sont choses. J'ai dit, bon, donc s'ils partent, il faudrait vraiment qu'on arrange, n'est-ce pas, ces toilettes, arranger, n'est-ce pas, les murs, à voir ce qu'on doit faire. Donc, avant 7 jours, je crois que nous allons voir s'ils ont abandonné le lieu et que les lieux seront vraiment bien traités. C'est ce qui a été fait. Il y a eu de bonnes volontés qui ont donné, n'est-ce pas, de l'argent pour suppurer, n'est-ce pas, les toilettes. Donc je crois que ça, c'est vraiment une bonne chose. Certes, il y a encore des arriérés de subventions impayées par l'État. Cependant, le président de l'association libre des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali, Alpepam, soucieux de la crise qui prévaut, invite ses militants à privilégier l'avenir de nos enfants. Je l'ai toujours dit et je l'ai répété, et dans cette histoire d'école, ce n'est pas nous-mêmes d'abord, c'est les enfants qu'il faut mettre d'abord devant. Parce que c'est l'avenir des enfants qui en découle. Donc la priorité, c'est les enfants. Quel qu'en soit le non-paiement des frais de scolarité, nous allons faire cette rentrée scolaire. Les instructions, les transferts et les emplois du temps sont en cours. Les directeurs des centres d'animation pédagogique et d'école, les proviseurs et les enseignants promettent prendre toutes les dispositions avant le 1er octobre. Et assure dans nos programmes ce soir, question d'actualité qui fait un gros plan sur les maladies zoonotiques enseignées dans les écoles spéciales de Bamako. Question d'actualité, c'est après donc l'émission Défense citoyenne avec Aridjouma Antina et ses invités. Le Mali prépare sa participation à la COP29. Le sujet était au centre d'une rencontre entre le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable et les partenaires stratégiques du département. Une commission est mise en place pour mieux préparer ce rendez-vous mondial. Le point avec Mamadou Fané. Renforcer les échanges avec les partenaires stratégiques du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable sur les priorités du département, c'est le but de cette réunion entre le ministre et les partenaires techniques et financiers. Il s'agit aussi de passer en revue les activités en cours et les perspectives pour un meilleur alignement des interventions sur les priorités du département. Il s'y est dans le cadre du partenariat, dans le cadre de l'accompagnement qu'ils font pour le pays, de se retrouver et de faire le point, c'est que nous appelons le dialogue permanent avec nos partenaires techniques et financiers. Nous faisons la revue de l'ensemble des projets et programmes, en tout cas sur lesquels nous travaillons, et nous dégageons les perspectives, tout ceci pour aligner les différentes actions pour plus d'efficacité, afin que les actions des uns et des autres puissent créer une synergie au bénéfice de nos populations. Les préparatifs de la participation du Mali aux différentes COP ont été aussi abordés. Il s'y que nous échangeons avec nos partenaires pour voir les possibilités d'accompagnement, parce que ces COP sont des forums mondiaux où tous les acteurs qui sont dans le domaine de l'environnement et des changements climatiques s'y retrouvent. C'est des occasions, c'est des rencontres, vraiment des opportunités formidables pour nous, pour pouvoir mobiliser en tout cas l'ensemble des partenaires. L'année dernière, nous avons, avec l'ensemble des partenaires, accompagné Michel le ministre et son département en concertation avec ses collègues de la région Sahel à définir une stratégie pour la sécurité climatique dans le Sahel. Il était ressorti de cette rencontre internationale la déclaration de Bamako, qui constitue un outil de plaidoyer de l'ensemble des pays de la région pour pouvoir mettre l'agenda sécurité climatique dans le programme des partenaires et aussi faire les plaidoyers pour recevoir un appui conséquent pour pouvoir exécuter ces priorités-là. Le ministre a renouvelé sa gratitude à tous les partenaires du groupe thématique environnement et changement climatique pour leur accompagnement multiforme au quotidien dans la lutte contre les effets néfastes au changement climatique.
Le Mali procède à une réimmatriculation de tous les engins en circulation. L'opération vise à lutter contre la contrefaçon et à disposer de statistiques fiables. Les propriétaires de véhicules déjà immatriculés peuvent le faire en fonction des besoins. Par exemple, pour une mutation de carte grise après vente ou pour le renouvellement de la carte grise après expiration. Pour plus d'explications, écoutons le directeur général des transports, Mamadou Sow, s'exprime au micro de Bemba Sibi. La nouvelle donne par rapport à l'ancien, c'est quoi? Aujourd'hui, la plaque d'immatriculation, au-delà même de la qualité de la plaque, il y a la carte du Mali, le drapeau du Mali à gauche, le cycle international du Mali qui est le ML. Donc, un véhicule, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ce véhicule-là a été immatriculé en du Mali. Et mieux que ça, à droite, nous avons mis, quand un véhicule est immatriculé dans l'industrie de Bamako, le cycle de Bamako, c'est BKO. Si c'est en commune 3, le numéro 3, c'est A03. Si c'est le premier arrondissement, A01. Si c'est une région, par exemple, je donne la région de 100, si c'est 100, le cycle de 100 c'est SAN, le cycle de Gao c'est GAO, le cycle de KAI c'est KAY. Donc, la configuration, cette loi a donné la configuration des cercles. Je prends un exemple. Si je prends la région de Mopti, on va créer mon Mopti en haut, le cycle de mon Mopti en haut. Exemple, si le propriétaire du véhicule est à Kona, c'est C05. C'est l'ensemble de véhicules automobiles et des engins. Engins à 2 ou 3 roues. Tout le véhicule. Le code est très clair. Mais aujourd'hui, les véhicules qui seront importés, les nouveaux véhicules qui n'ont pas eu une immatriculation malienne, ces nouveaux véhicules-là sont immatriculés dans la série normale. Ils vont voir à 0, ils seront ça. Ensuite, les véhicules ont une carte grise valable pour 5 ans. À l'expiration de cette carte grise, vous allez renouveler. Le véhicule sera en ce moment réimmatriculé dans la série normale. Quand il y a une vente, si ce sont les véhicules, les titres de propriété doivent changer. Au cours de la mutation, vous allez réimmatriculer dans la série normale. Quand il y a perte de carte grise ou perte de plaque, vous venez au service de transport, on va procéder à la réimmatriculation dans la série normale. Quand il y a changement de couleur de plaque ou changement de fonction du véhicule, votre véhicule personnel, vous le mettez maintenant en taxi, donc il y a une opération de carte grise. On va procéder maintenant à la réimmatriculation. Ce n'est pas une obligation pour les gens de venir tout de suite. Par nécessité, les gens pourront venir. La plaque d'immatriculation au au Mali à 6 000 francs. La plaque d'immatriculation au Mali à 6 000 francs. Les autres frais aussi n'ont pas changé. Les autorités ont voulu qu'on améliore la carte, le service aux usagers, avec toute la sécurité qu'on a mis là-dedans, sans qu'il y ait une percussion sur le coût de l'adaptation de la plaque. Pour les motos, ça fait 4 000 francs. Restons toujours dans la circulation, suite à la décision du ministre des Transports et des Infrastructures demandant à la population de libérer les emprises des voies publiques. L'Agence nationale de sécurité routière a entamé une vaste opération de libération des domaines publics. C'est pour une meilleure fluidité de la circulation. On en sait davantage avec Mamadou Fané. Les véhicules et autres vendeurs installés sur les trottoirs et axes routiers de la capitale constituent une entrave et surtout un risque pour la sécurité publique. L'ANASER a décidé de sévir à travers une opération de déguerpissement des contrevenants. Le département de tutelle avait instruit à l'Agence nationale de la sécurité routière de faire en sorte que depuis le 21 septembre passé, que l'ANASER puisse vraiment, au niveau de 6 communes du sud de Bamako, et nous procédons également à la libération du domaine public et routier, y compris ses dépendances. Vous avez vu les dépendances sur lesquelles également se trouvent les vendeurs pratiquement de tout genre, les petits commerces, y compris les stationnements de longue durée. Donc c'est vraiment une instruction de la tutelle que nous sommes en train d'exécuter il y a à peu près une semaine de cela. Sur la route nationale 27, en passant par le 3e pont, le viaduc de Yirumadjo, Banankabougou, derrière l'ENT, Calaban, route de l'aéroport, les agents de l'ANASER, accompagnés de la compagnie de la circulation routière, ont aligné entre sensibilisation et dégagement des emprises de la route. Nous sommes dans un contexte un tout petit peu crucial et c'est la raison pour laquelle, d'une part, nous procédons à des sensibilisations, à des informations des usagers en ce qui concerne pratiquement tous les petits commerces que nous trouvons sur place. Maintenant, en ce qui concerne les véhicules
stationnés pour une longue durée, nous procédons directement à leur enlèvement. Cette opération se poursuivra dans les jours à venir pour permettre aux populations de bénéficier d'un cadre de vie meilleur, débarrassé d'obstacles à la circulation. Orange Mali récompense les meilleures start-up du pays. Ils ont développé des applications et solutions permettant de faciliter le quotidien des Maliens. 4 lauréats ont été primés cette année en présence du ministre en charge de l'économie numérique. Le commentaire est signé Bokari Koulibaly. Prix Orange de l'entrepreneuriat social Afrique et Moyen-Orient édition 2024, les lauréats auréolés lors de la cérémonie. Les 4 concurrents ont présenté des projets et solutions numériques portant sur la santé et la transformation agroalimentaire. Et c'est le projet Manounou, porté par Bintou Doumbia, qui s'adjuge le premier prix. Elle empoche la somme de 5 millions de francs CFA. Manounou, c'est juste une plateforme numérique qui permet de mettre en relation les parents qui sont à la recherche de services de garde d'enfants et les profils vérifiés et qualifiés, on peut dire. En fait, ce sont des jeunes filles diplômées sans emploi que nous recrutons. Nous leur donnons une formation de garde d'enfants qui les permettent aussi d'apprendre les enfants, de faire des activités ludiques pour développer les capacités intellectuelles des enfants. Cette initiative de Orange Mali, qui se veut un moyen de promotion de l'entrepreneuriat jeune, promet également le secteur numérique. Le ministre en charge du département de l'économie numérique vante les mérites de l'initiative. Donc je voudrais vraiment féliciter les 4 lauréats et leur dire que leurs projets sont vraiment très pertinents est très nécessaire et je souhaite que Orange leur donne tout l'accompagnement nécessaire afin qu'ils puissent avoir d'autres succès et je leur souhaite bonne chance aussi dans leurs compétitions futures. L'objectif est de promouvoir l'innovation sociale en faveur du développement grâce aux technologies de l'information et de la communication. Les 3 autres lauréats ont respectivement reçu la somme de 4 millions, 3 millions et 2 millions de francs CFA. Du matériel informatique à 19 directions régionales et 4 radios, un don du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ibrahim Kaoukonaté pour les détails. Un ordinateur, une imprimante et un onduleur, c'est le lot de matériel informatique offert à chaque responsable des 19 directions régionales de la jeunesse et des sports chargés de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Lorsqu'on veut avoir des résultats et qu'on n'a pas forcément tous les équipements à disposition, ce n'est pas très évident. C'est des fois très compliqué. Nous comprenons cela. Nous faisons de notre mieux et je pense que nous allons faire le maximum avec les autres ici pour essayer de voir comment, avec le temps, vous doter davantage afin que vous puissiez répondre aux attentes aujourd'hui de nos cibles. Le porte-parole des directeurs régionaux de la jeunesse n'a pas manqué de remercier le donateur et promet d'en faire bon usage. Ça restera dans les annales du ministère de la Jeunesse et des Sports qu'un 19 septembre 2024 et dans cette belle salle, vous avez procédé à la remise des équipements qui permettent désormais de faire en sorte que nos directions régionales soient vraiment dotées d'outils pour nous permettre d'être performants. Et à ce sujet, nous voudrons vraiment vous dire un grand merci. L'occasion était bonne pour le ministre Fomba de remettre le même kit à certaines radios exclusivement dédiées aux jeunes émettant à Koulikoro, Sadiola, Sikasso et Bamako. Je vous l'annonçais dans les titres. En marche des travaux de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, les ministres de la Confédération des États du Sahel ont rencontré la diaspora, une rencontre présidée par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il s'agissait pour le peuple de l'AES de montrer sa détermination à concrétiser les objectifs de la Confédération et appeler à plus d'unité et de coordination des actions. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à New York, Sierra Batili et Aruna Diarra. L'escalade de l'AES pour la concrétisation de ses objectifs, tout comme ses dirigeants, le peuple AES serre les coudes et montre son dévouement pour la consolidation de la Confédération des États du Sahel.
Les Maliens, Burkinabés et Nigériens résidant à New York aux États-Unis d'Amérique sont venus très nombreux à la rencontre des ministres de la Confédération des États du Sahel qui ont apporté le message de leurs pays respectifs et de la Confédération à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un temps d'échange pour rappeler notre histoire commune et les engagements de nos aïeux à cheminer ensemble. Et les voies sont tracées pour y arriver, une conviction des Maliens, Burkinabés et Nigériens de New York. Avec l'AES, nous amorçons une refondation totale de notre région. Avec l'AES, l'intégration totale africaine a lieu. Avec l'AES, les ressources naturelles sont exploitées au profit des populations. Au niveau de la diaspora, nous sommes conscients que l'Afrique doit s'unir. Il est impératif que nous parlons d'une seule voix. Il est impératif que nous nous considérons comme d'une seule mère, d'un seul père. Il y va de la survie de nos populations. Nous, la diaspora, nous restons mobilisés. Mobilisés pour tout ce qui concerne nos pays. Le Niger, le Burkina et le Mali. Nous restons mobilisés parce que nous, dans un État comme les États-Unis, nous voyons ce que veut dire l'union et la force de l'union. Il faut donc marquer l'histoire en renforçant la solidarité, l'entraide. Le peuple AES appelle à l'unité, à une meilleure coordination des actions. Il prône les réformes à tous les niveaux. Les chantiers de développement sont amorcés et doivent se poursuivre. Les ressources naturelles sont disponibles. Il s'agit de les exploiter au mieux. Les ministres de la Confédération des États du Sahel invitent la diaspora à agir en communion. Vous êtes la vitrine de l'AES. Et notre souhait, le souhait de nos plus hautes autorités, c'est de donner une belle image, une bonne image de notre diaspora, de nos pays. De montrer que notre diaspora qui est ici et partout à travers le monde, sait pourquoi elle est là. Il faudrait que désormais, justement pour embellir cette image de notre diaspora, que vous continuez à interagir comme un seul peuple. Comme l'a mentionné certains de nos compatriotes, que les frontières n'existent que sur le terrain et sur le papier, mais qu'elles sont absentes dans nos cœurs et dans nos têtes. La famille, elle est sahélienne, la famille, elle est africaine. Et je voudrais vous remercier pour cette mobilisation. Votre seule présence ici est un indicateur d'attachement aux idéaux des pères fondateurs de l'AES, à savoir son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Niger. Globalement, leur vision est très simple. La seule chose qu'ils demandent, c'est la satisfaction et la prise en compte des intérêts de leur peuple, le peuple du Sahel. Évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que nous sommes mal placés aujourd'hui pour vous dire quels sont les défis dans nos pays. Mais il suffit de voir un peu l'hostilité et l'adversité à laquelle l'AES fait face pour comprendre que le chemin ne sera pas simple. Mais je pense que nous avons les ressources qu'il faut. Le plus important, c'est de comprendre que nous avons bien entendu toutes les capacités, toutes les compétences pour relever ces défis à une seule condition. La condition, c'est l'entente, la condition, c'est l'unité, la condition, c'est la cohésion. Donc soyez sûrs que nos leaders, les pères fondateurs de l'AES, et bien entendu nous qui avons l'honneur de les accompagner, nous ne comptons que sur votre entente et la cohésion. La cohésion qui reste la solution aux obstacles, le chemin étant parsemé d'embûches. À ce niveau, le peuple AES attire l'attention sur la désinformation, le monde qui fait face à une guerre de communication et les Africains doivent déjouer les pièges.
AES Actualité de New York, rendons-nous au Burkina Faso où le ministre en charge de l'action humanitaire était dans la commune de Bama pour rencontrer les femmes étuvuteuses et productrices de riz. Objectif, les encourager et les inciter à mettre sur le marché des produits de bonne qualité. On retrouve le reportage de Moumouni Baro et Idrissa Traoré de la RTB. Nandi Somé Diallo aux côtés des femmes de l'Union des groupements de tuveuses des riz de Bama. La ministre en charge de l'action humanitaire est ici pour soutenir et pour encourager ces dames qui s'investissent dans la production et dans la transformation des riz. Avec une capacité de transformation annuelle de 2000 tonnes de riz, cette unité industrielle d'étuvage emploie 720 femmes. Une activité qui leur permet d'avoir des revenus substantiels pour subvenir aux besoins de leurs familles. Toujours à Bama, la ministre s'est également rendue sur ce site d'exploitation risicole pour encourager les 85 femmes qui exploitent une superficie de 12 hectares de riz. Ces femmes-là abattent un travail formidable. Dans leur intervention, ils ont posé un certain nombre de doléances et qui nécessitent que nous puissions examiner afin de leur faire un retour. Les femmes ont souhaité augmenter la superficie exploitable dont elles bénéficient jusqu'à ce jour. Les femmes ont également souhaité d'être dotées en infrastructures de stockage et en équipements modernes adaptés à l'étuvage. Cette sortie a été l'occasion pour la ministre de saluer également l'implication des femmes déplacées internes à cette union de tuveuses. C'est ce que nous souhaitons et que nous encourageons partout les femmes déplacées, que ces femmes-là puissent être intégrées au sein de la communauté haute et puissent travailler également afin d'être autonomes. Cette visite de Nandi Somé Diallo est perçue comme une opportunité pour ces femmes de présenter leur savoir-faire dans les domaines de la production et de la transformation des riz. Depuis que l'initiative agro-pastorale est lancée, les femmes se sont beaucoup organisées pour apporter également leur pierre aux initiatives présidentielles. Et pour ce faire, elles se sont organisées dans les champs de production. Au niveau de la transformation également, pour booster la production, la transformation du riz et mettre sur le marché aussi un produit qui répond aux besoins et à la qualité aussi des consommateurs. Avant d'aller constater de visu le travail abattu par l'Union, Nandi Somé Diallo est allé rendre une visite de courtoisie aux autorités administratives et coutumières de Bama. À cette occasion, les notabilités n'ont pas manqué de faire des bénédictions pour le retour de la paix au pays. Cet ancien local du service social communal de Bama, qui jadis a fait la pluie et le beau temps au profit de la jeunesse, a fait également l'objet de visites en vue de son éventuelle réhabilitation. Toujours au Burkina Faso, pose de la première pierre d'un centre de santé communautaire au quartier Rayonga de Ouagadougou. Une œuvre du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé et ses partenaires. Le coût, 500 millions de francs CFA pour une durée de 6 mois. Sié Dilaré Hen et Moumouni Wanga de la RTB. Un geste symbolique, mais d'une grande portée pour les populations du quartier Rayongo. Il symbolise là le démarrage des travaux de construction d'un centre de santé communautaire dans l'arrondissement numéro 11 de la ville de Ouagadougou. Un projet de longue date du RENED, Réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé, qui se concrétise. Dans 6 mois, trôneront ici un centre de santé de type R+1, une maternité et un réseau d'adduction d'eau potable, le tout sur une superficie de près de 5000 m². Nous avions eu la chance de bénéficier d'un siège au niveau de Rayongo et nous avions inspecté que dans la zone, il y a peu de formations sanitaires. Donc il était important pour nous de réfléchir pour mettre en place une initiative qui pourra profiter à la population. Une infrastructure aux normes requises en la matière rassure les responsables du RENED. Avec une capacité d'accueil de 40 lits, ce centre communautaire va sans doute améliorer l'offre de santé dans cette partie de la capitale. Cette structure qui va être créée répond aux normes et aux exigences du ministère de la Santé. Elle va offrir les services essentiels de santé et de nutrition. Le coût des travaux s'élève à 500 millions de francs CFA sur financement paritaire de 4 entités. Le RENED, le ministère de la Santé, les communautés elles-mêmes et les partenaires techniques et financiers.
La cérémonie du jour sert également de cadre pour cette remise de kits d'hygiène d'une valeur de 25 millions de francs CFA au profit des veuves des volontaires pour la défense de la patrie. Elles reçoivent également la somme de 1 million de francs CFA des mains du premier responsable du RENED. Un tour en Chine à la découverte d'un petit fruit qui n'est pas bien connu en Afrique. Il s'agit du kiwi. Velu à l'extérieur et sucré à l'intérieur, ce fruit est exporté principalement vers l'Asie. Entre histoire, explications et chiffres, découvrez ce fabuleux univers du kiwi dans ce carnet de voyage de notre envoyé spécial en Chine, Bourama Traoré. D'un goût sucré et acidulé, le kiwi est un fruit très prisé au-delà des frontières chinoises. En dessert, mais aussi dans des plats salés, il est raffolé. Même les oiseaux y trouvent leur compte. La Chine est considérée comme le berceau de la culture du kiwi. Le comté de Lango à Ankang, commune sous d'autres cieux, en est une zone de production. Tout visiteur dans la localité souhaite goûter à ce fruit aux saveurs particulières. Perdu dans un paysage à couper le souffle, la zone de kiwi de Honda couvre une superficie de 180 hectares. Dans ce champ, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Les premières récoltes sont présentées aux visiteurs du jour. Ici, les montagnes sont domptées pour promouvoir une culture commerciale stratégique pour cette partie de la Chine. Chaque année, la localité fournit plus de 1000 tonnes de kiwi à cette usine locale. Cette usine qui tourne en plein régime présente aussi un visage féminin. Ici, le processus du conditionnement des kiwis respecte les normes internationales. L'objectif, selon la société, est de mettre sur le marché un produit de qualité, mais pas seulement. La culture kiwi apporte une valeur économique de 30 millions de yuan chaque année. Et donc, par habitant, à peu près 20 000 yuan. 20 000 yuan, soit environ 1,6 million de francs CFA. Cette culture du kiwi contribue ainsi à donner un poids de plus à l'économie locale. Au-delà de la consommation nationale, le kiwi est exporté principalement vers l'Asie. La culture de kiwi d'ici est conforme aux standards le plus haut niveau national. Donc la qualité est assurée et il y a l'exportation à l'étranger. Il veut essayer en Afrique de cultiver le kiwi. Outre sa valeur économique, le kiwi est très riche en vitamine C, K et B9 selon les spécialistes. Des journalistes africains en formation en Chine, mais aussi à Ségou, où une vingtaine de journalistes et blogueurs suivent également une formation sur le journalisme sensible au conflit, renforcent leurs compétences sur la sécurité du journaliste sur le terrain ou encore le traitement de l'information en temps de crise. Honoré Kienou pour les détails. L'ambassade des États-Unis, à travers cette activité, renforce les capacités des journalistes et blogueurs de Ségou sur le journalisme sensible au conflit. Sous la direction du journaliste Salifou Sanogo, les professionnels de médias planchent sur, entre autres modules, sécurité pour journalisme sur terrain, comment se prévenir des fake news et deep news. Aujourd'hui, le Mali est victime de ce qu'on peut appeler une sorte de guerre informationnelle. Et face à cette guerre informationnelle, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les journalistes sachent décrypter les messages. Il faut que les journalistes sachent transmettre les messages. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie de notre profession. Une formation continue qui renforce les hommes des médias dans leur quotidien à la quête d'informations, surtout au traitement des messages dans le contexte actuel du pays. Nous, les journalistes, notre rôle est de contribuer à son apaisement et de sa stabilisation au gage d'un Mali uni solidaire. Cela passe forcément par la diffusion de bonnes informations. La quête du professionnalisme et la lutte contre des fausses informations sont des défis à relever pour notre maison commune. Parmi toutes les luttes que nous menons, la guerre informationnelle, la guerre de médias est la plus dangereuse.
Et cette guerre, nous devons la tenir. Nous avons à réussir avec la perspicacité de tout un chacun, l'engagement de tous les journalistes et le professionnalisme surtout. Au cours de cette formation, une nouveauté, l'introduction du modèle journalisme économique, une notion assez importante pour les journalistes vu les potentialités de la région de Ségou. À Ségou et Kita, les préfets et sous-préfets récemment nommés à la tête de nouvelles circonscriptions administratives sont présentés aux forces vives. Le but, faciliter leur installation et la collaboration avec les populations. Le point avec Fousseini Samake à Ségou et Mahmadi Alioubari à Kita. L'administration au niveau de la région de Ségou s'est agrandie. 9 préfets et 6 sous-préfets nouvellement nommés sont présentés aux forces vives de la région. Les préfets et sous-préfets ont été nommés à la tête de ces nouvelles circonscriptions administratives, marquant ainsi l'opérationnalisation de celles-ci. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous constatons la prise de service de tous ces représentants de l'État dans leurs circonscriptions respectives, malgré quelques difficultés. Parmi ces difficultés, on note l'insécurité, le manque d'infrastructures. Des pistes de solutions locales sont proposées au cours des échanges. En effet, vous êtes les représentants légaux de l'État. De ce fait, dépositaires de l'autorité de l'État dans vos circonscriptions administratives. Vous avez en charge la conduite des actions de développement décidées par l'État et la défense de ses intérêts. À ce titre, vous êtes tenus d'informer le gouvernement sur la vie politique, économique, sociale et culturelle de vos circonscriptions administratives. Rappelez qu'avec le nouveau découpage administratif, la région de Ségou compte désormais 11 cercles et 35 arrondissements. Les populations des 4 nouveaux arrondissements du cercle de Sagabari ont réservé un accueil de grand jour au gouverneur de Kita, qui est venu installer le préfet Abdoulaye Sissé. Au nom de la population de Sagabari et à mon nom propre, nous remercions les plus hautes autorités du Mali et principalement le gouverneur de la région de Kita qui n'ont ménagé aucun effort pour l'érection de notre localité en cercle. Le cercle de Sagabari a été créé par la loi 2023-006 du 13 mars 2023 portant création des circonscriptions administratives en République du Mali. Il constitue la porte d'entrée de la zone côtière de la région de Kita avec 4 arrondissements et 6 communes. Le gouverneur de Kita a salué la forte mobilisation des populations du cercle avant de les exhorter à accompagner l'exécutif local dans la réussite de la réorganisation territoriale. L'érection de cette belle localité en circonscription territoriale cercle et son opérationnalisation découle de la volonté des plus hautes autorités de notre État à doter notre pays d'une nouvelle carte administrative répondant aux critères d'un bon maillage territorial et prenant en compte les aspirations profondes de tous nos compatriotes. Le chef de l'exécutif régional a également remis un véhicule flambant neuf pour le commandement au nouveau préfet de Sagabari afin d'entamer ses fonctions de l'exécutif local. Cap sur Tombouctou, où une mini-foire est organisée pour mettre en relation des acteurs maraîchers de la région, une initiative de Feed the Future Mali, Souiriwa. Les précisions, c'est avec Yaya Tandina. Renforcer la résilience des communautés agricoles et commerciales dans la zone du Delta à travers une croissance économique axée sur le marché inclusif est le principal objectif visé par cet atelier de mise en œuvre des acteurs B2B pour la campagne horticole 2024-2025. Initié par Feed the Future Mali Souiriwa en partenariat avec la plateforme multi-acteurs de la région de Tombouctou et financé par l'USAID. Cet atelier de 3 jours sera couplé à une mini-foire des intrants et autres produits agricoles exposés par les producteurs venus des cercles de la région. La région de Tombouctou, malgré sa vulnérabilité aux chocs environnementaux, sanitaires, sécuritaires et économiques dans la zone du Delta, dispose du potentiel nécessaire pour la croissance et pour contribuer davantage à l'économie nationale. L'agriculture constitue l'une des principales activités des populations vivant le long du fleuve Niger et autour des lacs dans la région de Tombouctou. Le Conseil régional, en qualité de structure garante de la politique de développement socio-économique,
des collectivités décentralisées renouvelle son soutien total à Caire et ses partenaires pour la réussite d'activités FIV et FITIR Mali Segourois dans la région de Tombouctou au bonheur des acteurs du marché. Bref, toute la chaîne d'échanger et de partager afin de faciliter l'accès aux intrants et aux finances. Je lance à cette occasion un appel aux services techniques de l'État, aux collectivités territoriales, aux acteurs du marché pour soutenir le consortium Caire Amassa Afrique Verte en Prod Sahel dans la mise en œuvre de Segourois pour l'atteinte des résultats impact escomptés au bénéfice des populations de la région de Tombouctou. Cet événement de commercialisation de mise en relation, devenu une tradition dans la région, est réalisé par le consortium Caire International, Amassa Afrique Verte et Amprod Sahel. Le journal des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tout le monde. Handball, les trophées de la Coupe du Mali ont été remportés par le Sigui du Caille en dames et l'USFAS en messieurs. Chez les dames, le centre Omnisport de Lafiabougou a été battu 17-22 par le Sigui du Caille. En homme, l'USFAS gagne 34-30 face au Momaïra Asedikati après prolongation. Avec cette victoire, l'USFAS réalise le doublé, c'est-à-dire Coupe du Mali et Championnat national. Ces finales de la Coupe du Mali de handball ont eu lieu cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Les détails, ce sera dans l'émission Score de ce lundi. Et football interservice, c'est parti pour la Coupe du numérique édition 2024. C'est à travers une soirée dînatoire que l'édition de cette année a été lancée. Cette soirée a servi de cadre pour le tirage au sort finaliste l'année dernière. Leur thème est dans la poule B avec la HAC, la MAP, la SMTD, la GFO et la Poste. Le point, c'est avec Brema Diallo. Ça y est, les équipes engagées pour la 4e édition de la Coupe du numérique sont fixées avec le tirage au sort. Des poules de 6 équipes ont été constituées. Lors de la cérémonie de tirage au sort, le secrétaire général de l'AGETIC a rappelé le règlement de la compétition avec un accent particulier sur le fair play. L'article 9, pour participer à la compétition, les joueurs doivent avoir un contrat à durée indéterminée. Cette charge vise à rassembler les services dès lors qu'ils participent à ce tournoi autour d'un même but, développer la cohésion. Dans le groupe A, nous avons AGETIC, Move Africa Malitel, DNN, Atel Mali, Orange Mali et AMTP. Quant au groupe B, il est composé de la HAC, de l'ORTM, de la MAP, la SMTD, la Poste et la GFO. Un groupe relevé avec l'ORTM et l'AGFO, les deux finalistes de la dernière édition. Le président de la commission d'organisation entend consolider les acquis des 3 premières éditions. Au-delà du bienfait du sport, l'objectif de la Coupe du numérique est la cohésion sociale et le vivre ensemble. Au nombre de 288 joueurs, d'au moins 25 ans, disputeront 37 matchs en 2 mois de compétition sur un terrain en gazon synthétique. L'honneur pour nous au RTM ce soir est redoutable. En effet, nous héritons d'un flambeau, un flambeau bien entretenu par l'AGFO. Je profite de l'occasion pour saluer le directeur de l'AGFO et toute son équipe pour la parfaite réussite de l'édition dernière de la Coupe du numérique. Il s'agira à présent pour nous, RTM, de bien tenir le flambeau, mais surtout de remporter la compétition. Inch'Allah. Hassan Baba Diombele, parrain du tournoi et non moyen de jeu de l'ORTM, entend donner plus de visibilité aux équipes engagées avec des focus sur ces équipes. Pour rappel, la Coupe du numérique a été créée en 2021 par l'AGFO avec pour objectif de créer un climat de fraternité entre les différentes structures du numérique au Mali. Bonne chance à l'ORTM qui a le défi à relever. Tout à fait. Le défi organisationnel.
et le défi de la compétition. D'accord. Basketball, le tournoi national 3 contre 3 et break danse a pris fin ce week-end. Sur le terrain de Fassekano, le CBDM en dames gagne devant Kulikoro. En homme, l'AS Police l'emporte devant F Femmes. Le point, c'est avec Assas Marie. Député le 14 septembre dernier avec plus de 80 équipes des communes de Bamako, plus des ressortissants de Kaï Kouloukoro, Ségou, Mopti et Tombouctou. Cette première édition de la rencontre 3x3 avec le breakdance a été une réussite. En finale, filles, CBDM en rose s'est imposé devant Koulikoro 12-10 et empoche la somme de 250 000 francs CFA plus le trophée. Et chez les garçons, à l'issue d'une rencontre âprement disputée, la police montre sa supériorité au CFMA vêtu de blanc-vert 9-7 et s'offre le trophée plus 250 000 francs CFA. Lier le basket et le breakdance qui sont des disciplines olympiques aujourd'hui, c'est une excellente initiative. Le ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne est un ministère fier de ce qui se passe ici parce que nous voyons qu'à la base, un travail important est fait pour que la jeunesse malienne puisse davantage s'épanouir par le basket. Pour une première, les organisateurs ont reçu le pari de l'organisation. Vivement une prochaine édition. Merci Abdul Karim Kaba. Merci bien Ibrahima Traoré. Bon début de semaine. À vous pareillement. Et bouclons ce journal avec une note de tristesse. Fodé Camara, un ancien chauffeur de l'ORTM n'est plus. Il a fait valoir ses droits à la retraite en 2004 après avoir servi pendant une quarantaine d'années. Ses obsèques ont eu lieu hier samedi. Dossé Babadiara. Toute âme goûtera à la mort, dit-on. Ainsi, Fodé Camara a été arraché à notre affection le vendredi soir suite à une courte maladie. Chauffeur de son état, il a servi d'abord au ministère de la Communication depuis 1964, puis à l'AMAP et ensuite à l'ORTM où il a le plus travaillé. Nous prions le bon Dieu donc pour que l'âme du défunt puisse se reposer en paix. Et nous remercions vraiment l'équipe de l'ORTM pour avoir effectué le déplacement. Grand travailleur selon ses collaborateurs, Fodé Camara figure parmi les premiers chauffeurs qui ont servi l'ORTM. Fodé Camara était un chauffeur très attentif et très ponctuel. On a servi ensemble à l'ORTM. Je n'ai jamais entendu du mal de lui pendant mon service. Que son âme repose en paix. Lorsque Fodé a quitté l'AMAP, à l'époque, il est venu nous compléter à 3 chauffeurs. On a travaillé ensemble dans la communion et le vivre ensemble. Il aimait vraiment son métier. Que la terre lui soit légère. Fodé Camara repose désormais au cimetière de Kalabankroa. Il laisse derrière lui des épouses, 9 enfants et des collaborateurs inconsolables. Dorin Père Doyen. Ainsi va l'actualité de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine et excellent et passé de très bons moments de télévision en notre compagnie. Bonsoir.